Bonjour, je m'appelle Pascal Mendès, je suis manager de transition. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine des ressources humaines et dans des entreprises de niveau plutôt grandes entreprises au niveau international. Franck Philippe, je suis un partenaire de Nîmes Europe depuis plus de 10 ans, avec une expérience précédente dans l'industrie et dans les services. Et c'est ce qui m'a orienté ensuite vers la pratique du management de transition. Alors le profil de Pascal, il n'était pas dans notre base de manager. C'était une recherche face à une demande client. Il me fallait quelqu'un qui ait une expérience internationale et qui ait travaillé dans le secteur de la distribution. Et Pascal cochait l'ensemble de ces éléments et ce qui est difficile en management de transition était disponible à cette époque-là. Donc capacité à répondre aux enjeux de la mission et disponibilité. Alors c'est en grande partie les histoires se racontent toujours avec des relations humaines et c'est vrai que Nîmes Europe et notamment Franck m'a donné tous les éléments qui m'ont mis en confiance pour enclencher cette mission. Les éléments sont très simples. Le fait de savoir qu'il y a un appui. Quand vous êtes manager de transition, par définition, vous êtes seul. Mais quand un cabinet vous dit qu'il est là pour vous supporter, pour vous soutenir en cas de besoin, c'est déjà un élément qui va vous mettre en confiance. Et puis par la suite, notre relation de travail a démontré que ce n'était pas seulement des mots, c'était des faits. On faisait un point hebdomadaire, après mensuel, mais on faisait un point régulier sur les difficultés rencontrées, les réussites et la façon de continuer. Alors, dans cette avant-dernière expérience de management de transition, on était sur la période, on ne le savait pas encore, mais on allait commencer la période du Covid. Donc une situation assez particulière avec des enjeux qui ont été à géométrie variable. À géométrie variable parce que le départ de la mission s'annonçait comme étant une mission de continuité, potentiellement, et même de développement. Et puis, l'arrivée de la pandémie a fait que la donnée a changé. Et nous sommes passés d'une période de continuité à une période de restructuration très profonde, avec au bout du bout un PSE sur l'ensemble des établissements en France. C'est difficile à dire si c'est certainement un élément qui a accentué la mise en place du PSE, mais nous sommes dans un environnement international, donc on va dire que quand la maison mère a décidé d'arrêter une partie de son activité, l'ensemble des pays, des continents, puisque là il s'agit de continents, sont touchés. Et nous avons suivi une décision qui a été faite au niveau de la maison mère. On était dans la continuité entre le départ d'un DRH et puis un besoin de continuité, peut-être pour trouver un nouveau DRH, peut-être pour trouver d'autres solutions. Encore une fois, on est dans un grand groupe, donc le groupe n'avait pas que cette filiale, en fait il en avait plusieurs. Et je pense qu'il avait besoin de réfléchir, de prendre le temps, de se réorganiser pour acter d'une nouvelle organisation, peut-être avec un nouveau DRH par la suite, ou peut-être en incorporant cette filiale dans une entité déjà existante. Je rajouterais simplement qu'on est passé d'une mission assez standardisée en termes d'objectifs de mission, de continuité par rapport à ce qui avait déjà été engagé, même si la continuité, ce n'est pas un chemin tranquille, et on est passé en crise. C'est-à-dire il y a eu la mobilisation tout de suite quand on est dans des domaines liés à la distribution avec des magasins. C'est vraiment une période de crise grave pour lesquelles le DRH est vraiment en pôle position vis-à-vis des équipes, vis-à-vis de la direction, vis-à-vis des actionnaires. C'était vraiment une période de crise agitée. Non seulement sur la partie France qui était sous la responsabilité de Pascal, mais aussi dans le contact avec la direction du groupe qui était à l'étranger. Donc pas facile d'expliquer les contraintes et puis la façon dont en France on a pu gérer la crise du Covid avec tous les, je dirais, les avantages et les aides qui n'étaient pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc beaucoup d'explications et de pédagogie et en même temps d'être présent aussi en communication et en pédagogie en interne vis-à-vis des équipes et aussi vis-à-vis du siège. Donc compliqué parce qu'il y a eu le premier confinement, ensuite il y a eu du déconfinement, ensuite il y a eu du reconfinement. Cette mission a été longue, hein. Elle n'était pas faite pour durer si longtemps, mais elle a duré quasiment 18 mois, hein, si j'ai bonne mémoire. Avec à chaque fois des périodes de crise, des périodes de repos et des périodes de crise de nouveau
pas simple à gérer. Alors, c'est tout l'intérêt lorsqu'on pratique le management de transition. Je pense qu'on a beaucoup d'avantages et puis on a aussi un certain nombre de besoins lorsqu'on se retrouve en management de transition. Les avantages sont que vous arrivez dans une entreprise, vous n'avez pas de passif et c'est un avantage. Vous n'avez pas d'enjeu à titre personnel, vous n'avez pas d'enjeu dans l'entreprise. Vous avez un enjeu dans les objectifs qu'on vous a donnés, dans la mission, dans la réussite de la mission qu'on vous a donnée. Ça aussi, c'est un avantage. Après, la condition de réussite pour mener à bien une mission, c'est la confiance de la hiérarchie qui soutient le manager de transition. Ça a été une carte d'entrée que l'entreprise m'a donnée d'office. Donc, comme le disait Franck, en arrivant, il y avait une solution de continuité. La crise du Covid s'est installée sur cette dynamique-là. S'installe aussi et intervient aussi, mais c'est tout l'intérêt d'une entreprise internationale, les visions qui sont très différentes, les visions culturelles qui sont très différentes, les normes et les réglementations françaises et internationales qui peuvent aussi être différentes, et donc un besoin d'explication permanent et à l'international et au national des actions qui sont à entreprendre. C'est je dirais, tout l'intérêt de travailler en management de transition, c'est que les défis sont tous nouveaux, on arrive tout le temps sans avoir un passif, et puis entre deux missions, on a aussi la possibilité de se réalimenter, de se remettre à jour. On est relativement libre de nos actions et complètement disponible pour mener telle ou telle autre action. Dans les actions qui ont été menées sur cette entreprise, je dirais qu'il y en a eu beaucoup, certaines qui étaient prévues, d'autres qui étaient inattendues. Les missions prévues étaient les missions, on va dire, régulières, signer, gérer et négocier des accords avec les partenaires sociaux, gérer les NAO. Bien souvent, un manager de transition arrive un peu comme un pompier, de moins en moins, parce que je pense que de plus en plus, le manager de transition est vu comme un opérant pragmatique qui va agir sur un ensemble de problématiques qui sont données et pas nécessairement un pompier qui va faire du curatif. Mais néanmoins, il y a souvent un passif qu'il faut remettre à jour. Donc, intervenir sur les NAO, négocier avec les partenaires sociaux, intervenir sur les accords réguliers qui sont les accords hommes-femmes, mettre à jour l'ensemble des accords, négocier et avoir des relations avec également les inspections du travail. Je finirai surtout par les deux dernières grandes actions qui ont été celles d'avoir des process et des procédures en ligne avec la législation française et également en respect avec l'entreprise à l'international concernant les dispositifs pour le Covid. Je terminerai par la mise en place d'un PSE qui n'était pas prévu au départ mais qui a dû être mis en place, et donc la fermeture d'un ensemble d'établissements dû à la mise en place de ce PSE. Alors, la crise Covid a les avantages de ses inconvénients. Les avantages de ses inconvénients, ça veut dire qu'à cette période-là et à ce moment-là, ce que nous avons tous vécu, on ne l'avait jamais vu auparavant. Donc, on n'avait pas, entre parenthèses, d'expérience sur ce type de sujet. On ne s'était jamais retrouvé confiné, on n'a jamais fait autant de télétravail pour ceux qui pouvaient en faire. On n'a jamais connu ce type de situation. Mais ça veut dire aussi qu'on était tous, à l'époque, dans la même situation. Donc, les échanges entre les différents intervenants, aussi les échanges avec les collègues, les échanges notamment avec le cabinet Mineurope qui a également servi de soutien. Tous ces éléments nous ont permis d'appréhender la situation, d'improviser, parce que quelquefois il fallait bien improviser. Je dirais aussi que très clairement, on a quand même été assez soutenu en termes d'information par le gouvernement, même si des fois l'information arrivait après coup. Les médias, le gouvernement nous ont quand même pas mal soutenus, notamment avec l'activité partielle. Donc c'était une situation inattendue.
On regardait aussi ce qui se passait auprès de nos concurrents et on essayait de ne pas faire les mêmes erreurs ou bien d'essayer d'avoir des solutions un peu meilleures. Mais dans tous les cas, il n'y avait pas un sachant. On était tous apprentis sur le sujet et je pense qu'il fallait réagir sur le coup. C'est un peu ce que toutes les entreprises ont fait et je pense que globalement, les entreprises s'en sont plutôt bien sorties. Il se passait toujours quelque chose et le rythme était assez fort quand même. Quand on est dans des métiers de la distribution, avec des points de vente, avec donc des effectifs importants à gérer, je dirais des sites qui sont ouverts, qui sont fermés, qui rouvrent, qui ferment. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de savoir comment Pascal pouvait tenir le rythme, hein, parce que il n'était pas dans une structure franco-française où un dirigeant partage avec son DRH et on met en œuvre avec la tension qui peut toujours exister parce que rien n'est simple. Mais là, il y avait à la fois la tension en termes d'attention, d'être attentif à ce qui se passait auprès des collaborateurs et salariés. Et puis aussi, le deuxième message, c'était de pouvoir expliquer, justifier, faire comprendre ce qui se passait côté international. Donc, je dirais double travail quand même. Hein. Double travail. Donc, quand on parle d'international avec du décalage horaire, les journées étaient longues. Donc, je pense que moi, mon inquiétude, c'était de se dire, est-ce que Pascal va tenir le coup? Alors, je savais que le soir, il allait courir de temps en temps, tard le soir, mais j'étais pas sûr que c'était toujours qu'il pouvait tenir le coup compte tenu des enjeux et du rythme à faire. Hein. C'était quasiment presque du 24-24. Hein. Le fait de travailler à l'international, c'est un avantage et quelquefois c'est aussi un certain nombre d'inconvénients. Des avantages parce que bien évidemment le groupe cherche et met en place un ensemble de solutions qui peuvent être adaptées, mais qui peuvent seulement être adaptées dans le cadre de la législation française. Là, on arrive dans un certain nombre d'incompréhensions, puisque si on peut faire quelque chose dans un pays, pourquoi ne peut-on pas le faire dans un autre pays ? Il faut expliquer, faire comprendre, donner des limites, mais s'inspirer aussi, parce que très clairement, bien évidemment, qu'il y a des choses qui sont mises en place et qui peuvent être reproduites à l'identique ou qui peuvent être reproduites de manière adaptée. La plupart du temps, il faut les reproduire de manière adaptée. Mais oui, c'est un avantage, mais ce n'est pas qu'un avantage. La différence culturelle entre les différents pays, la différence de législation aussi, quelquefois peut nous mettre aussi dans des situations assez compliquées, parce que ce qui nous semble évident peut absolument ne pas l'être dans un autre pays, et à contrario, ce qui semble nécessaire et évident et culturel dans un autre pays peut être embarrassant en France et difficile à expliquer pourquoi ce n'est pas possible à mettre en place dans tel ou tel autre pays. La France est quand même un pays au niveau de sa législation qui est assez atypique et assez unique. Donc on va dire que ce qui fonctionne à 90% dans tous les pays pourrait ne pas fonctionner en France. Alors le plan était clairement défini, il était clairement défini avec la DRH Europe, mais très clairement, c'est absolument pas ce plan-là qu'on a suivi. Mais il était bien évidemment défini. C'est toujours intéressant et important pour un manager de transition de savoir pourquoi il est là et quelles sont ses priorités, parce que c'est peut-être aussi, encore une fois, sa force, c'est de se dire, en réalisant tel et tel autre objectif, il réalise la mission pour laquelle il est là. Donc ça lui permet de se concentrer sur des éléments qui sont très précis, d'être factuel et d'être pragmatique. Dans la vraie vie, les plans ne sont pas toujours suivis. Le profil, on est souvent dans le management de transition, dans des questions d'urgence quand même. Hein. Les entreprises ne planifient pas des mois à l'avance l'arrivée d'un manager de transition. Donc on était relativement dans l'urgence. Le prédécesseur partait et était parti. Il n'y allait pas y avoir de passation très formalisée. Donc il nous fallait quelqu'un qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui ait de l'expérience, qui soit capable de s'adapter. Hein, c'est quand même une des clés du management de transition. Et de tenir ces enjeux-là. Donc on était quand même dans un certain niveau d'urgence. Donc capacité à répondre aux enjeux tels que définis par le client dans le cahier des charges. Le cahier des charges, ce n'était pas de donner un responsable des ressources humaines, un DRH, qui réponde juste qu'aux 2-3 sujets
préliminaire, puisqu'on s'est aperçu qu'après, la mission a vraiment changé avec l'urgence et avec la crise Covid. Mais en gros, les éléments qui étaient dans la mission initiale ont quand même été encore traités avec le Covid qui était en urgence numéro 1. Mais on n'a pas tout laissé tomber, on n'a pas tout arrêté. On a continué à faire le travail, mais avec des enjeux qui étaient nouveaux, d'une situation de crise en fait. On a eu des enjeux dans une certaine opération de continuité sur le plan qui était fixé au départ, qu'on a inscrit dans un contexte d'urgence, urgence sanitaire, qui a bousculé un petit peu l'ordre des priorités, mais c'est toujours resté dans les priorités, on les a pas supprimées. Sauf que la charge de travail a été considérablement augmentée. Non, c'était absolument pas prévu de 18 mois, c'était une mission de 6-7 mois, avec ce qu'expliquait Pascal tout à l'heure, de comment ils allaient s'organiser, pourquoi le manager de transition était important à cette époque-là et qu'est-ce qu'il devait faire. Les 18 mois n'étaient absolument pas prévus et les 18 mois sont le reflet des crises, confinement, déconfinement, reconfinement et mener le PSE tel qu'il a été ensuite organisé pour le faire. Donc ça a été une suite d'événements, mais il y a eu une suite logique. Hein. Ça n'a pas été... et je pense que l'entreprise a bien réalisé que c'était bien d'avoir la même personne à bord. Quand vous avez quelqu'un qui a tenu le bateau pendant la tempête, et quand on sait que derrière, il va y avoir des enjeux assez compliqués à expliquer au personnel, et que cette personne a été légitime pendant la période de crise parce qu'il était sur le pont, il était avec les équipes, présent avec la direction pays. On ne change pas une équipe qui gagne, quoi. Il était important de s'inscrire dans cette continuité-là, pour l'entreprise et aussi pour la crédibilité auprès des collaborateurs. C'est vraiment des histoires profondes avec des gens qui, quelquefois, alors, dans les éléments qui étaient inattendus, on avait une personne qui était anorexique dans un magasin qu'on a essayé de suivre et qu'on a suivi et qui est toujours suivi à l'heure actuelle avec des histoires phénoménales d'incompréhension de la part de la médecine du travail, de parfaite compréhension de la part de l'inspection du travail. Et donc on a eu également des histoires de leadership avec des directeurs, avec un directeur de magasin qui fabriquait des clans et qui installait des conflits entre le personnel. Mais tout ça, ce sont des histoires d'hommes. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces histoires d'hommes, maintenant, elles ont déjà quelques mois dans le rétroviseur. Mais aujourd'hui, les partenaires sociaux, les managers, tous ces gens-là continuent à m'appeler, que ce soit les partenaires sociaux, mais que ce soit aussi le vice-président juridique Europe, la DRH Europe. Ce soir, après cet entretien, je vais dîner avec l'ancien DG. C'est vraiment une histoire d'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est dans le rôle du manager de transition, c'est quelque chose qui a énormément de valeur parce qu'on n'arrive pas simplement pour faire une mission et on s'en va. On arrive pour avoir de vraies relations. Et quand la mission se termine, ces relations restent. Et là, peut-être que ça veut dire que, effectivement, on était intégré. Et que les objectifs ont été atteints. Et que les objectifs ont été atteints. C'est toujours quelque chose de très intense. C'est un peu la raison d'être du manager de transition. Mais je pense, encore une fois, que c'est un rôle, on ne peut pas appeler ça un métier, c'est un rôle qui a évolué. Je pense que le manager de transition était vraiment quelqu'un qui arrivait pour éteindre le feu. Ce n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Il peut venir aussi parce que la société est en croissance accentuée et il faut effectivement à un instant T une compétence, une spécificité pour accompagner la croissance. Le manager de transition était souvent quelqu'un qui était destiné plutôt à restructurer ou à avoir le mauvais rôle. Aujourd'hui, il n'a ni le bon ni le mauvais rôle. Il a un rôle spécifique pour une situation spécifique. L'entreprise, malheureusement, par décision unilatérale et par la décision de la maison mère, l'ensemble des entreprises, des magasins de cette entreprise ont fermé à travers le monde. Comment se finit une mission quand il s'agit de fermer une partie d'un secteur de l'entreprise? Eh bien, ça se termine, je dirais, on essaie de faire en sorte que ça se termine dans les meilleures conditions. Et c'est quoi les meilleures conditions? C'est de trouver un compromis acceptable
entre l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt des salariés et également de trouver des solutions qui fassent qu'il n'y ait pas de revendications majeures et qu'il n'y ait pas de tensions majeures. Je pense qu'on a réussi à faire ça, parce que quelque part, l'ensemble des actions qui ont été menées, que ce soit auprès de situations spécifiques pour des salariés spécifiques, que ce soit auprès des différents business que nous avons eu à interviewer, à consulter, à checker également, que ce soit auprès des instances légales, médecine du travail, inspection du travail. Globalement, on peut dire qu'on a tous travaillé ensemble et qu'à aucun moment on a vraiment connu de réelles tensions. On a cherché des compromis, on a cherché des solutions, on a réussi à trouver des compromis acceptables pour les uns comme pour les autres. Et l'intérêt aussi de travailler dans une grande entreprise, c'est aussi que nous avons la possibilité de reclasser une grande partie du personnel. Donc bien évidemment qu'on a utilisé des passerelles pour reclasser autant de personnes qui ont souhaité l'être. Mais en même temps, et c'est tout l'intérêt de l'humain, et notamment c'est l'une des qualités qui, à mon avis, est essentielle aujourd'hui, cette capacité d'adaptation. Un PSE, c'est jamais une bonne chose. Mais quand un PSE est accompagné, ça peut être aussi l'occasion, et ça je l'ai vu à maintes reprises, l'occasion pour un certain nombre de personnes de changer d'orientation et de se donner les moyens par le biais de l'entreprise, par le biais du plan de reclassement, de revoir leur carrière. C'est pas des mots dits en l'air, parce que j'ai commencé par un PDV avant de lancer le PSE, et à ma grande surprise, j'avais énormément de gens dans mon PDV, bien plus que de places que j'avais proposées. Ce qui veut dire que les gens aujourd'hui sont également de plus en plus prêts, pourvu qu'il y ait un accompagnement, à revoir leur carrière, à revoir leur vie professionnelle et quelquefois aussi personnelle. Et la réussite de ce type de projet, elle est dans le collectif et dans l'individuel. Comprendre l'individuel et répondre au collectif. Mais l'individuel compte toujours. C'est intéressant cet aspect humain. Dans la dimension de management de transition, c'est une des clés de la réussite. Un manager de transition vient se greffer sur une organisation et il doit avoir, son ADN doit être compatible avec celui de l'entreprise. D'abord pour rentrer vite au fait et aux enjeux qui sont donnés dans la mission, puisqu'on ne se donne pas des rounds d'observation ni une période d'intégration comme on peut le faire quand quelqu'un rejoint un groupe. Donc c'est vraiment sa capacité d'adaptation importante, de compréhension, de pédagogie et puis d'explication. Il n'a pas d'enjeu politique dans l'entreprise puisqu'il vient pour une mission, donc son avenir, il n'essaye pas de se pérenniser au-delà de la mission. Hein. Bon, même si la mission a duré 18 mois, mais c'était parce qu'il y avait d'autres enjeux derrière. Mais le sujet, c'était pas de faire durer une mission, c'est pas de se pérenniser soi-même, c'est de rendre le service, de le rendre dans les délais, en général relativement courts, et d'affronter les situations de crise avec le plus de transparence et de communication vis-à-vis des parties prenantes, actionnaires ou groupes, et aussi de pédagogie vis-à-vis des collaborateurs. Et c'est ça qui fait que il est à la fois apprécié et respecté. Je pense que c'est une évolution assez naturelle. Après avoir passé beaucoup d'années dans les mêmes groupes, 16 ans dans le même groupe de grande distribution, après une bonne dizaine d'années dans un autre groupe également de dimension internationale, on commence à avoir besoin de prendre un peu plus de recul, un peu plus d'indépendance aussi, et puis d'agir là où on trouve qu'on a une réelle valeur ajoutée, d'intervenir sur des missions où quand on y est à 200%, et puis derrière de découvrir autre chose. Je ne pourrais jamais dire que le métier des ressources humaines est un métier répétitif, parce qu'il ne pourrait pas l'être. Mais c'est vrai qu'au bout de 10, 15, 20 ans, dans la même entreprise, il y a une certaine répétition, il y a une certaine continuité. Le management de transition, c'est systématiquement un nouveau challenge, un nouveau défi, et puis c'est cette capacité à se remettre en cause et à être crédible.
C'est facile d'être reconnu quand on est dans un groupe depuis 10 ans. Bien ou mal reconnu, de toute façon, on est reconnu. Par contre, arriver quelque part et en quelques semaines démontrer qu'on n'est pas là par hasard et on a une conduite qui est bien établie, qui est précise et qui va amener au but recherché, ça demande de la crédibilité, ça demande de la persuasion, ça demande tout un ensemble de choses qui nous remettent en cause et qui nous demandent de nous adapter aussi et d'être peut-être un peu meilleur qu'on l'aurait été si on était resté dans la même entreprise. Je pense que les qualités du manager de transition, c'est avant tout l'humilité. Il ne s'agit pas d'arriver avec un sac rempli d'expérience et de savoir-faire. Parce qu'une entreprise, c'est un peu comme un individu. Il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Et la solution qui a fonctionné ailleurs, dans un autre temps, dans une autre époque, ne marchera pas nécessairement aujourd'hui. Donc déjà, il faut faire preuve d'humilité, il faut faire preuve de curiosité, il faut faire preuve d'adaptation. Il faut prendre le temps de découvrir. Il ne faut surtout pas arriver en se disant je sais ce qui ne va pas et je sais ce qu'il faut faire. Peut-être que l'on sait ce qui ne va pas, mais on ne sait pas nécessairement ce qu'il faut faire et dans tous les cas, il ne faut pas le faire tout de suite. Le manager de transition n'est pas un magicien. Il doit prendre le temps de s'adapter, de convaincre et de donner aux autres l'envie de le suivre. S'il arrive avec des solutions toutes faites, ces solutions sont peut-être bonnes, mais à mon avis, elles vont échouer. Moi, je rajouterais, mais ça va dans le même sens, hein, humilité et écoute. Écoute, alors il écoute quand on lui présente la mission sur les enjeux et les objectifs. Ça, c'est vu côté direction, donneur d'ordre, mais ça, c'est important. C'est important de bien connaître les enjeux stratégiques et de réalisation attendue. Mais ensuite, quand il va arriver dans son poste, la première chose qu'il va faire, c'est prendre connaissance de l'équipe, des gens avec qui il va travailler. Et si on ne commence pas par écouter les gens qui travaillent dans l'équipe, on loupe une richesse importante et on peut faire des erreurs très importantes aussi, parce que la vérité, la part de vérité ou la part de réalité que connaissent les gens dans une équipe, dans un service, sont extrêmement importantes, je dirais, pour adapter la médication ou le traitement si je peux prendre une image médicale, que va adresser le manager de transition. La posologie, elle n'est pas écrite dans les enjeux stratégiques de l'entreprise. C'est lui qui va savoir doser en fonction des équipes, de la situation et en tenir compte. Donc l'écoute est vraiment très importante des deux côtés, par rapport au donneur d'ordre, écoute par rapport aux équipes et ensuite capacité à embarquer les gens. Donc il doit avoir un leadership. On parle de soft skills, mais son leadership doit être important et il doit aimer transmettre. Parce que s'il n'aime pas transmettre, eh ben, il ne fera pas grandir l'équipe. Et quelque part, il y a toujours un avant et après le passage d'un manager de transition. Et après son passage, on sait toujours ce qu'il a pu amener à l'entreprise dans les résultats et ce qu'il a aidé aussi les collaborateurs avec lesquels il a travaillé, ce qu'il leur a apporté et ce qu'il leur a aussi révélé. Parce qu'il y a aussi des gens qui se révèlent parce qu'avec un manager de transition qui les écoute et qui a besoin d'eux, ils sont capables de prendre aussi une dimension peut-être un petit peu différente d'une façon plus classique où les gens sont rangés dans des compartiments qui conviennent à un moment donné. Mais le manager de transition, il est prêt à écouter et à embarquer aussi les équipes sur des sujets qui ne sont peut-être pas forcément leur sujet de prédilection au départ, mais qui peut se révéler très utile après. Et embarquer toute l'équipe, c'est effectivement un enjeu clé, et c'est là qu'un manager de transition fait la différence par rapport à un autre manager qui peut être aussi intelligent, aussi bien capé, mais sa capacité d'embarquer et de faire grandir, c'est une dimension importante de ce métier et qui rend ce métier passionnant parce que à chaque fois, on recommence à zéro.